13 février 2026, chers téléspectateurs de Gandhi Malien et d'African TV, recevez nos salutations. Bienvenue dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher à de nombreux thèmes portant sur le va-et-vient des émissaires des États-Unis, de l'Union africaine, même de l'Union européenne, la navigabilité du fleuve Sénégal, la sortie ratée du président de la junte algérienne, Abdelmadjid Tebboune, et d'autres thèmes si possible. Et pour cela, nous avons fait appel à nos experts maison, Dr Mamadou Sylla Traoré, qui est à ma droite, et à ma gauche, vous avez respectivement le professeur Sékou Touré et les doyens, l'inspecteur à la douane à la retraite, l'inspecteur Daniel Koulibaly. Docteur, bonjour et bienvenue dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Bonjour Monsieur Diawara et bonjour à tous les téléspectateurs de Gandhi Malien Télé. Et par ricochet à African TV. Bonjour mes co-panélistes, mon avocat défenseur, le professeur Touré, mon oncle que j'aime beaucoup, M. Koulibaly. Et je profite aussi de ce plateau-là pour saluer mon ami Oumar Samasekou, professeur Samasekou, qui est pratiquement un frère. À toute sa famille, sa femme Assetou, ses enfants. Je lui fais un petit coucou à notre maman à Mayambou, Fatibata Samasekou. Maman, bonsoir. Ok. Merci beaucoup, docteur. Professeur Touré, avocat de docteur Mamadou Sylla Traoré contre son oncle. Bonjour. Bonjour, avocat de docteur, mais pas contre son oncle. Sûrement pour demander à son oncle de ne pas oublier la femme prévue. D'accord, donc on salue Madame Docteur. Madina Traoré, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, et c'est demain, c'est la fête de Saint-Valentin. Je sais que le docteur a pensé à beaucoup de choses. Je me prête déjà à un exercice de défendre mon avocat parce que je sais que tu vas l'attaquer après. Parce qu'il a oublié de dire bonsoir à madame. Donc, salut aussi à toute la population de Gao. Je salue particulièrement Ousmane Amadou Rougeau, qui est aussi un panafricaniste, qui se bat beaucoup pour la stabilité de ce pays de l'Afrique. Donc, merci à toi, Général, à toute l'équipe de Gandhi. Mes salutations à tout le monde. Ok, merci beaucoup, professeur Touré. Doyen, bonjour et bienvenue. Bonjour, Diawara. Bonjour, Traoré. Bonjour, Touré. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV et de African TV. Bonjour à tous ceux qui ne cessent de nous suivre chaque semaine et surtout Fatou Doucouré, notre quatrième panéliste. Merci beaucoup. J'allais oublier, si on me permet, allez-y, que Fatou Doucouré fasse un déplacement à Bamako ici. Elle sera reçue avec tous les honneurs. Et sur ce plateau même, elle va nous aider vraiment à décortiquer les actualités. Le message est reçu. Doyen, nous restons avec vous. Dans la semaine, nous avons assisté, il y a 2 semaines de cela, disons, nous avons assisté à un balai diplomatique au niveau de l'AES. C'était l'émissaire des États-Unis, de l'administration Trump, il faudrait le dire, c'est comme ça qu'il s'est présenté. L'émissaire de l'administration Trump qui est venu. Nous avons aussi, juste quelques jours avant, c'était l'émissaire de l'Union européenne qui était venu aussi dans l'espace AES. Et il y a quelques jours de cela, 3 à 4 jours, l'émissaire de l'Union africaine aussi a été reçu à Ouagadougou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces émissaires? Or, au moment où nous constatons que les terreaux, les mercenaires qui sont en mission contre le pays de l'AES continuent toujours d'agresser les pays de l'AES. Quelle est votre analyse là-dessus? Bon, vous savez, il y a une de nos faiblesses qu'on va révéler. Okay. Souvent, il y a des questions directes sur le plateau. On n'a pas la présence d'esprit de donner tous les arguments. Okay. C'est quand on va à la maison ou bien quand on réécoute, on se dit « Ah tiens, il y avait un argument essentiel qu'on a omis ». Mais on peut toujours revenir là-dessus. Bon, et c'est justement dans ce cadre-là que, pour ce qui concerne les émissaires qui sont venus, je voulais profiter du cas des USA pour éclaircir ce qui était ma pensée, qui n'avait pas été bien résumée la semaine dernière. En fait, les États-Unis sont tout le monde le sait actuellement, il y a une redistribution des cartes au niveau mondial. Oui. Nous sommes en train de partir de l'unilatéralisme américain à un multilatéralisme
qui ne dit pas son nom. Et dans ce cadre-là, il y a un bloc qui s'est formé, les BRICS, et qui concurrence. Mais ce remaniement de cette nouvelle donne qui se dessine, c'est contre les États-Unis. Je me rappelle, le professeur peut choser, une des premières guerres dans ce sens-là pour éviter que ceux qui sont au-dessous, ceux qui sont dominés viennent à monter, c'était la guerre de Péloponnèse avec la Grèce antique. Donc, les États-Unis sont au sommet. Mais il y a une redistribution des cartes qui a tendance à leur faire perdre leur pouvoir. Donc, ils anticipent, ils mènent une guerre. Donc, ce qui fait qu'actuellement, toutes les démarches des États-Unis, c'est une guerre pour préserver son leadership. Et c'est un combat existentiel. Et il s'est désigné des ennemis, en premier lieu la Chine et les États, l'URSS, la Russie, qui sont les deux qui sont en train de pointer. Donc, les États-Unis veulent conserver coûte que coûte leur leadership. Et ça leur pose des problèmes. Et dans cette circonstance-là, le cœur de l'Afrique de l'Ouest, c'est les 3 pays sahéliens et qui ont aussi énormément de ressources. Donc, et qui font la continuité géographique. Si ces 3 ne sont pas dans quelque organisation que ce soit, en Afrique de l'Ouest ici, ça a du mal à tourner. Donc les États-Unis, en réalité, mènent un combat existentiel contre la Russie ici. Pour que je l'avais dit la semaine passée, la Russie, il fallait la dégager par tous les moyens, au besoin par la force. Et comme on les a renvoyés par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Ils changent de langage, mais en réalité, il ne faut pas se leurrer, c'est leur existence, c'est leur leadership qui est en cause. Et ça, ils ne peuvent pas pardonner aux pays de l'Est, de l'AES, de briser ce carcan. Maintenant, nous, on a des problèmes, comme on avait dit, les États-Unis, c'est dangereux. Moi, je dirais qu'être ami des États, ennemi des États, ami des États-Unis, c'est dangereux. Mais être ennemi des États-Unis, c'est dangereux. Mais être ami des États-Unis, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire c'est plus un danger d'être un ami des États-Unis qu'un ennemi. Donc, dans cette circonstance-là, qu'est-ce que nous revenons à une configuration d'après les années d'indépendance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut reprendre le non-alignement qui était la ligne qu'on avait choisie à l'époque? Est-ce que les leçons des non-alignement peuvent nous permettre de nous sortir d'affaires, ou bien alors il faut choisir carrément selon les fonctions? Parce que n'est pas Erdogan qui veut, qui peut naviguer entre les deux bords sans risque pour lui parce qu'il a les moyens. Mais nous, autres pays, nous n'avons pas les moyens. Et on va nous demander de spécifier d'où nous parlons. Est-ce que nous parlons du point de vue de ceux qui sont en train de remettre en cause le leadership américain, ou alors est-ce que nous sommes avec les États-Unis? Et donc c'est un jeu extrêmement difficile. Maintenant, pour ce qui concerne l'Union africaine et l'Union européenne, oui, mais vous savez, les Européens, ils sont ensemble. Mais ça n'empêche pas que chacun vise, regarde dans l'assiette de l'autre. C'est une concurrence entre les industries. Et pour faire baisser les coûts, pour être plus compétitif, il faut baisser les coûts. Pour baisser les coûts, l'un des éléments les plus palpables, c'est les matières premières. Or, la France bénéficiait de ça. Donc, tous soutenaient un peu plus ou moins la France pour pouvoir avoir leur part du gâteau, mais ils sont pressés. Quand la France faiblit, eux, ils vont revenir parce qu'ils ne vont pas laisser parce que la France a été dégagée. Et c'est ce qui arrive. La France qui possédait ça avec juste une intervention téléphonique en disant à un pays « Non, vous êtes en train d'aller là-bas, ça c'est notre chasse gardée ». Bon, les pays européens n'osaient pas venir, même les pays arabes aussi, du Golfe arabique, mais eux, ils n'osaient pas venir parce que c'est la France qui monopolisait tout ça. Ce monopole a été détruit. Mais ils vont se dire, mais pourquoi on ne vient pas chercher? Mais simplement, c'est que eux, leur cheval de Troie, c'est l'Union européenne, qui se bat pour les entreprises des pays de l'Union européenne et qui viennent chez nous pour ça, pour ouvrir les portes à leurs entreprises. Maintenant, pour ce qui concerne l'Union africaine,
qui voit se profiler, qui se dessinent des blocs qui peuvent lui faire confiance ou bien qui peuvent lui manquer. L'AES, c'est un bloc qui est en train de se constituer et qui peut représenter une force attractive par la suite. Et au moins, parce que l'Union européenne, dire que nous sommes une seule Afrique, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Il y a plusieurs Afriques. Donc, ils sont partis dans la politique, ils sont partis dans la subsidiarité, ils sont partis pour se faire l'avocat ou bien le bras armé ou le bras de l'avocat de toutes ces organisations internationales telles l'Union européenne qui les finance. Ils se sont laissés dominer. Aujourd'hui, ils voient que il faut faire attention avec l'AES, sinon l'AES est capable de claquer la porte et d'ouvrir un autre front. Voilà, en gros, je m'excuse d'avoir été un peu long. Ok. Le tour d'horizon de cette question. Merci beaucoup, professeur Touré. L'Union africaine, les États-Unis, l'Union européenne, est-ce vraiment une divergence en Afrique? Chacun court derrière ses intérêts, comme le doyen vient d'expliquer, ou c'est vraiment essayer de nous distraire, mais en réalité, c'est des gens qui parlent de la même voix? Ok, je crois que déjà le doyen a touché l'essentiel des points, mais sauf que l'élément que je vais ramener, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de perdre la main sur certaines parties du monde de façon globale, et encore les États du Sahel qui constituent l'avenir des matières premières dans le monde. Et aujourd'hui, on sait que le Mali, le Burkina et le Niger ont des matières premières qui sont très importantes pour l'avenir du développement mondial. Donc les États-Unis sont en train de perdre la main et voient que ces trois pays sont en train d'installer profondément la Russie. Et la Russie aujourd'hui a compris qu'il faut sortir aussi du dispositif ancien où il s'en tenait juste à sa relation personnelle, à sa relation d'État en État, à aller aujourd'hui vers la formation du BRICS qui devient une menace pour les États-Unis et leur bloc parce que ça amène de nouveaux partenaires vers la Russie pour avoir une mainmise sur la gestion de leur économie. Donc, les États-Unis revenir vers le Sahel, c'est pour sauver un peu cette situation. Et c'est pourquoi moi, je crains fort l'arrivée des États-Unis vers les pays du Sahel, qu'on ne puisse sacrifier les États du Sahel à être la monnaie d'échange pour la stabilité au niveau de l'Ukraine. Donc ça, je crois qu'on doit avoir un grand regard sur cet aspect, sur cette gestion. Parce que les relations internationales entre les puissances aussi ont des réalités que la réalité souvent ignore. Donc il y a cet aspect. Maintenant, l'autre aspect, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, est obligée de venir. Ils sont obligés de venir parce qu'aujourd'hui, la monnaie d'échange qu'ils ont, là où ils ont leur force, à travers la présence de la France, c'était les pays du Sahel. Et le doyen l'a dit, c'est par coup de téléphone que les choses s'arrangeaient, qu'aujourd'hui, on est 3 dirigeants simultanés. C'est comme si tu mets un chien à pourchasser 3 gibiers. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'il pourchasse. La France a l'habitude de faire face chaque fois à un seul pays. Et c'était facile d'assassiner le président, c'était facile d'organiser, mais cette fois-ci, c'est 3 pays. Donc 3 pays, un chien qui doit se mettre derrière 3 gibiers, il risquera de ne pas avoir, ou que les gibiers se mettent en face pour se défendre et détruire en tout cas leur ennemi commun. Donc aujourd'hui, ils sont face à cette situation. Et les États-Unis voient que déjà avec l'implantation et le BRICS qui est en train de former des puissances au niveau mondial, l'Union européenne seule ne peut pas faire face aux États-Unis à ces nouveaux partenaires tels que l'Afrique du Sud, la Chine, la Corée, l'Inde, le Brésil. Aujourd'hui, ils sont devenus des puissances incontournables dans le dispositif mondial. Donc, il va falloir qu'un leader aussi, même si ce n'était pas prévu dans le dispositif de la France, parce que la France ne voulait pas que les États-Unis aussi s'introduisent au niveau du Sahel, parce que là, c'est leur chasse gardée. Mais faisant les choses, le dispositif politique a changé. Et aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des nationalistes, des souverainistes aujourd'hui qui sont prêts à payer et les populations aussi sont prêtes à aider ces hommes politiques-là, ces dirigeants africains, à vraiment préserver les intérêts de leur pays. Et aujourd'hui, ça fait mal.
ils sont obligés de venir. L'Union européenne est obligée aujourd'hui de sortir du carcan où c'est la France qui doit leur dicter là où ils doivent aller, comment aller, pour préserver un peu les choses, parce qu'il y a beaucoup plus de chances que chacun peut avoir sa petite part dans la part du gâteau, comme le doyen l'a dit. Et l'Union africaine, qui n'est qu'un bénéfice, qui ne suit que l'Union européenne, l'Union et les États-Unis à aller, bon, eux là en réalité, ils ne pèsent pas trop dans la balance. Et ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, ils voient que 3 États sont en train de devenir le plan de réussite que l'Union africaine devrait avoir pour l'Afrique de façon globale. Donc il faut anticiper, peut-être dire qu'à l'avenir, nous avons participé à collaborer avec ceci pour aller vers un nouveau bloc de formation de souverainistes des États africains à gérer leur pays. Merci beaucoup, professeur Touré. Docteur Mamadou Sylla Traoré, sauf si vous allez rebondir là-dessus, sinon j'ai toute une autre question pour vous. Tebboune, c'est votre ami, non? Ah non, j'ai jamais aimé ce monsieur. Ah, ok. Bon. Il ne faut pas m'attribuer des amitiés comme ça à tout bout de champ. Ok, docteur Mamadou Sylla Traoré. Oui. Tebboune a fait une sortie que moi je trouve un peu ratée. Parce que qualifiant selon lui... Non, ne dis pas un peu, dis plutôt raté. Une sortie très ratée. Oui. Très ratée. Oui. Parce que il trouve qu'il a des relations très bonnes avec le Niger. D'ailleurs, il s'offre le luxe de dire publiquement qu'il invite le président du Niger, qu'il a des relations bonnes avec le Burkina Faso, et il ne cache pas qu'il a de très mauvaises relations avec le Mali, parce que le Mali aurait décidé de mettre fin à l'accord d'Alger. Oui. J'ai dit, mais finalement, votre ami a un problème, docteur. Mais lui, il est en train de rêver, quoi. Lui, pendant que les autres sont au XXIe siècle, lui, il est... Au 20e? Non, au Moyen-Âge. Voyez-vous, Tebboune, je n'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Pour celui qui suit les activités, qu'est-ce qui s'est passé derrière moi, les événements qui ont vraiment chamboulé l'Algérie comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est la question du Sahara occidental. Et cette question a été gérée par les Américains à l'ambassade des États-Unis en Espagne. Oui, à Madrid. À Madrid. Et les Algériens étaient là. La feuille de route que les Marocains ont amenée, et cette feuille de route a été adoptée sans embâche. Donc l'Algérie est devenue le plus grand perdant. Au risque d'avoir un soulèvement populaire, Tebboune essaye de redonner sa blouson. C'est-à-dire, c'est comme si on dit quelqu'un, voilà, viens manger. Et la personne te dit, voilà, bon, ça veut dire, viens manger, ça veut dire que ton papa ne paye pas ses crédits. Est-ce que c'est la même chose? Donc, il est en train d'endormir, à mon avis, le peuple algérien pour pouvoir rebondir du côté de l'AES en disant que oui, en se mettant comme si lui, il était, je ne sais pas, le Dieu, le papa bon Dieu qui gouverne le Mali et qui nous fait donner l'oxygène pour notre respiration et tout. Il se mêle de quelque chose dont il ne sait pas. Il parle de l'accord d'Algérie et tout ça. Il ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. Ça relève de la sorcellerie quand on veut vouloir aimer un enfant plus que ses propres parents. Donc Tebboune est en train de faire, à mon avis, une diversion. Dire qu'il est en bon terme avec les Burkina. Qui l'aurait cru? Et lui, il n'a pas compris maintenant que l'AES, là, c'est 3 peuples, mais une voix. Tous pour un pour tous. Donc il peut, raconter tout ce qu'il veut, mais ça ne rentre pas dans l'esprit des gens qui ont la tête bien faite. Donc il n'a qu'à gérer son problème de Sahara occidental en nous laissant en paix. Parce que son histoire d'accord d'Alger, ah mais non, ça fait mal. Hein? Mais pour qui ces messieurs-là nous prend? Est-ce qu'ils pensent que nous avons vraiment du sable fin à la place de la matière grise? Non. Qu'il reste dans son coin, le Mali reste dans son coin et puis c'est tout. Nous, c'est un voyage aller sans retour, quoi. Il n'y aura plus d'accord d'Algérie, de Tabarasset. Et s'il veut d'accord d'Oura ou je ne sais pas, de Pété-Oustang, il n'y aura plus d'accord entre nous et des bandits, quoi que ce soit. Les Maliens sont suffisamment mieux. Et d'ailleurs, depuis le début, c'est ce qu'on devrait faire. Mais nous, on a eu l'erreur d'aller confier
notre père a un voisin qui nous a jamais aimé ni de près ni de loin. Donc c'est ça, en fait, s'il y a quelque chose entre les Maliens, on discute entre les Maliens. Ce n'est pas les Algériens, les Génimes, c'est un montant de l'Algérie. Qu'est-ce que les Génimes viennent faire au Mali? Ils ont quoi ici? C'est des temps de questionnement qu'on s'est fait. Et les Maliens ont tout vu maintenant, on a tout compris, que notre premier ennemi, l'ennemi public numéro 1, c'est l'Algérie, qu'on doit surveiller de près, qu'on doit abattre de loin. C'est ça. Ok, doyen, si vous avez quelque chose à ajouter sur cette question algérienne, parce que Tebboune, ça a sorti vraiment. Ça, c'est une ficelle trop grosse pour qu'on ne la voit pas. En réalité, le fait de chanter leur convergence avec le Niger et leur entente avec le Burkina Faso, c'est une façon de casser la dynamique qu'il y a entre ces trois pays. C'est pourquoi je disais la construction d'une fédération est extrêmement difficile. Parce que ça se construit sur deux pieds. Le premier pied, c'est ce qui nous réunit. Le second pied, c'est ce autour de quoi nous divergeons. Et c'est là le gros danger. Et c'est là qu'il faut faire extrêmement attention, parce que quand on veut nouer des relations, par exemple avec l'Algérie, des relations économiques avec l'Algérie, il faut éviter que ces relations puissent peser sur la construction de la fédération que nous voulons faire. Chaque pays suivant un peu son intérêt, il y a parfois des renoncements très douloureux qu'il faut faire pour ne pas casser la dynamique. Et je crois que c'est ça, il a tendu un piège pour féliciter les uns et se mettre avec les bonnes grâces de l'autre, et pour mieux nous mettre notre divergence en exergue. Là, il faut faire extrêmement attention. Et il faut que je pense que les trois pays, dans des situations de ce genre, comme ils échangent tout le temps, certains ne feront pas le pas sans que les autres soient au courant et sans qu'ils aient convenu d'une démarche. Voilà. Moi, je pense que c'est une façon de nous piéger, et je pense que si nos autorités se concertent tout le temps, et si les autorités intéressées peuvent laisser passer un peu de leur intérêt au profit de l'intérêt général, je crois que c'est là où ça peut marcher. Sinon, c'est un fossé qu'ils essaient de creuser. Ok. Professeur Touré, oui. Je ne saurais boucler cette question sans votre intervention. Parce que docteur Mamadou Sylla Traoré a le dire, Tebboune est en train de faire une diversion parce qu'il a pris une raclée sur les dossiers du Sahara occidental. Les discussions il y a à l'ambassade américaine en Espagne, précisément à Madrid. Là-bas, ça n'a pas bien fonctionné pour eux parce que pour une première fois, l'Algérie a été vraiment à la table de discussion face au Maroc comme partie prenante du problème. Donc il y a une raclée à ce niveau, voulant peut-être cacher ça à son opinion, il a essayé de manipuler en faisant diversion. Mais ce que le doyen a dit aussi est très 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 important, surtout parce que Tebboune, il apparaît comme un cheval de Troie voulant briser l'élan des pays de l'AES. Votre analyse? Oui, c'est vraiment cette histoire de cheval de Troie, hein? C'est-à-dire pour mieux comprendre aujourd'hui toutes les manœuvres que l'Algérie est en train de mener. Parce que d'abord, il y a un certain nombre de points, si vous permettez que je vais lire, qui sont, en tout cas, qui tournent dans la tête des Algériens et qui constituent toutes les manœuvres là. Okay, d'abord, l'Algérie ne veut pas être marginalisée sur la question de l'accord au Mali. Ça, ils n'aiment pas. Ça, c'est un point. Ils veulent toujours rester un acteur diplomatique incontournable. Ensuite, l'Algérie veut maintenir son influence politique dans cette zone-là. L'Algérie veut maintenir une autonomie stratégique, éviter une domination exclusive. C'est-à-dire la même façon dont les États-Unis ne veulent pas voir un partenariat unique avec la Russie ici, l'Algérie ne veut pas ça, parce qu'il se positionne comme étant une puissance qui est placée entre cette partie de l'Afrique noire et la Méditerranée. Donc, ils veulent se faire passer pour un acteur à ce niveau et une puissance à ce niveau. Ensuite, se positionner comme action politique, comme je l'ai dit, comme acteur pivot entre l'Afrique et la Méditerranée. Donc, c'est ces différents éléments sur lesquels l'Algérie est en train de tabler et en train de se battre. Maintenant, puisque au niveau du Mali, ils ont compris qu'en utilisant les terroristes, ça n'a pas pris. En poussant les États à créer un embargo sur le Mali, ça n'a pas pris. Et le Mali est le maître
et le mettre dans le dispositif du bloc aujourd'hui qui est en train de faire souffrir l'Algérie. Donc il faut aller par la politique du cheval de Troie. Cette politique, c'est quoi? C'est que le prince de Troie qui avait pris Hélène, la femme du roi grec, et qui avait cerné Troie, qui n'a pas pu être percée par l'armée grecque. Et l'armée grecque a fait une malice en dressant un cheval en bois. Et dans ce cheval-là, ils ont caché les militaires grecs. Et les Troyens, en voyant ça, pensaient que c'était une déclaration de défaite de leur part. Mais pourtant, les prêtres troyens avaient dit, ne faites pas confiance à la Grèce. Ils peuvent passer par tous les moyens pour chercher à vous détruire. Ils ont fait rentrer ce cheval-là fait en bois. Il y avait les militaires grecs à l'intérieur et la nuit, ils sont sortis pour ouvrir les portes, permettre aux Grecs de rentrer et détruire. Donc c'est exactement comme ça que l'Algérie est en train de faire, en partant au Burkina pour dire qu'on est amis, on a de bonnes relations avec le Burkina. J'invite le Niger, mais le Mali, ça ne va pas, parce qu'aujourd'hui, ils veulent, puisque les djihadistes n'ont pas pu déstabiliser le Mali pour eux, les sanctions économiques n'ont pas pu déstabiliser tout ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, il faut rentrer par le Burkina et le Niger. C'est pourquoi je dis, et je rejoins ce que le doyen a dit, les deux États-là, plus le Mali, doivent faire comme d'habitude une déclaration au niveau diplomatique pour dire à l'Algérie, si vous pensez que vous avez de mauvaises relations avec le Mali, réglez-les, sinon nous sommes plus prêts à coopérer sur le plan diplomatique avec vous. Sinon, ils vont passer par là pour détruire ce que nous avons construit au niveau de l'AES. Et je crois qu'au sein de la Confédération, la diplomatie, la sécurité et le développement sont trois secteurs qui sont indiscutables de point de vue commun en matière de gestion au niveau de l'espace AES. Et je n'ai pas entendu le Burkina et le Niger faire des déclarations en ce sens, et ils doivent le faire. Oui, ils doivent le faire. Et docteur, on termine avec vous. Cette question me tient vraiment à cœur. Surtout que le président algérien Tebboune a même fait publier un communiqué appelant au retour immédiat de son ambassadeur à Niamey. Évidemment. Bon, tout ça là, j'ai rejoint Touré. Tout ce que Touré vient de dire là, c'est exactement ça quoi. Le système on connaît, diviser pour mieux régner quoi. C'est comme si vous êtes ensemble, vous êtes forts. Donc on va essayer, d'isoler un là-dedans et voilà, lui il va être, la proie spéciale pour voilà, le carnassier ou le loup, je ne sais pas, ou le lion. On connaît cette histoire-là. Et Tebboune, lui, il pense que nous sommes où? On est plus intelligent, 10 000 fois plus intelligent que lui. C'est pour cela que je disais et je le redis. Ce qui a été une difficulté emmerdante pour tous ceux qui voulaient déstabiliser, en tout cas l'AES, c'est notre union. On va en venir. Il y a un règlement même qui a chanté dans les temps. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Nous n'étions pas unis, mais maintenant on est unis, ça fait plus mal. L'AES est la convoitise maintenant. Tout le monde veut venir et l'AES est devenue une réalité. Et ce n'est pas de la préhistoire ou de l'histoire. L'AES est en train de montrer à toute l'Afrique qu'on ne peut pas avancer sans cette union sacrée. Il y a des gens encore qui n'ont pas compris cela, qui sont en train de vadrouiller dans tous les sens, mais qui finiront par donner la raison à l'AES. D'ailleurs, ils ont même commencé. L'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine n'a pas fait contre le Mali au moment les plus difficiles? Des déclarations fallacieuses et des jugements vraiment sans aucun fondement. Le Mali a été traité de tout, des petits moutons noirs. Et ces gens-là, maintenant, ils n'ont pas honte parce que les Américains sont venus, l'Union européenne est venue, donc eux qui sont une caisse de résonance, ils vont venir encore. Donc ça se comprend aisément. L'AES est devenu une convoitise maintenant. C'est comme si un enfant qui réussit dans la communauté, il est l'enfant de tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Mais quand il échoue, il est l'enfant de ses propres parents. Surtout sa maman. Sa maman. Moi, je vois la chose comme ça. Et on doit renforcer cette union-là. On n'a pas le choix. Ok. Voilà. Ils vont tout tenter. Hein.
on a dit moult reprises ici sur ce plateau, en tout cas, tout ce qui va essayer de nous diviser, ils vont le faire. Mais c'est à nous d'être sur le qui-vive et de savoir anticiper aussi sur leurs intentions. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Oui. Ils vont tenter tous les moyens. C'est cette phrase surtout qui retient mon attention. Et professeur Touré, je reviens vers vous avec la même phrase. Docteur Mamadou Sylla Traoré dit que les impérialistes vont passer par tous les moyens possibles pour essayer de déstabiliser la cohésion au niveau de l'espace AES. Ceci étant, nous avons assisté malheureusement à une attaque contre le Niger. Il ne s'agit pas de l'attaque de l'aéroport, mais l'attaque d'un site pétrolier du Niger qui se trouve à la frontière, dans la zone d'Agadem, à la frontière Niger-Tchad. Or, jusque-là, le Tchad avait pris ses distances avec les opérations de déstabilisation de la France contre le Niger. Mais depuis le retour du président tchadien de l'Élysée, il y a quelques jours de cela, je pense juste 24 à 48 heures après, on a assisté à cette attaque. Votre analyse là-dessus? Ok, je crois que le président tchadien, il doit être très intelligent, en tout cas pour son propre bien. Et je le renvoie à Jeune Afrique, peut-être je ne me rappelle pas exactement de l'année, mais Jeune Afrique qui traite de la guerre d'Idriss Déby, son père, contre Hissène Habré. Qu'il aille chercher ce numéro-là, lire pour comprendre qu'en réalité, il est sur un mauvais cheval. Collaborer avec la France, c'est préparer sa propre destruction au cas où on n'aura plus besoin de lui. Et je le dis, je le répète. Aujourd'hui, tous ceux qui collaborent avec la France pour détruire un des États de l'AES, ils se prêtent à un mauvais jeu parce que si un des États de l'AES ou les États de l'AES acceptent le retour de la France va livrer tout ceci. Donc ça, c'est un premier aspect, j'attire leur attention sur ça. Et la zone qui a été attaquée, c'est la zone de Difa, où il y a un site pétrolier. Aujourd'hui, ils ont tenté par le Mali parce qu'ils ont estimé que le Mali est le maillon fort. Quand je dis maillon fort, en tout cas beaucoup plus pour moi dans le dispositif mental à recouvrir de sa souveraineté. Parce que ça, c'est la première force. Parce qu'on sait que militairement, peut-être que le Mali n'a pas atteint cette puissance mondiale, mais en tout cas, la communauté malienne a atteint cette puissance mondiale de faire face à tous les risques, à toutes les attaques pour préserver la souveraineté de son pays. Et aujourd'hui, ils ont brûlé, ils sont passés par les citernes qu'ils ont brûlées pour poser un embargo sur le Mali. Le pétrole, ça n'a pas marché. Ils ont tenté beaucoup de choses. Maintenant, attention, ils veulent le retourner vers le Niger. Ils veulent le retourner vers le Niger. Et peut-être, dans le dialogue entre ces deux, qui sont encore très jeunes, eux deux même, par rapport à l'histoire de la France et de l'Afrique, parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas beaucoup de choses qui sont passées entre l'Afrique et la France, ils vont peut-être essayer de mesurer quel est le niveau de puissance de feu du Niger ou de la mentalité des hommes nigériens à défendre les intérêts du Niger. Et il faut préparer un endroit qui leur est favorable parce qu'en voulant le faire par le Bénin, ils voient que c'est un maillon faible qui ne pourra pas trop durer parce que le Bénin même vit des ressources du Niger par leur port. En tout cas, même si sur le plan officiel c'est fermé où il y a des problèmes, en tout cas les deux communautés échangent et les Béninois vivent beaucoup de ce que les Nigériens les apportent. Ils ont compris qu'à ce niveau, ça ne va pas marcher. Donc, ils ont compris aussi que du côté de Agadez vers l'Algérie, le dispositif là-bas est gâté parce que les hommes qu'ils utilisent contre l'État nigérien là-bas, aujourd'hui sont devenus des acteurs de développement. Pour vous dire qu'aujourd'hui, la plus grande partie de production des fruits et légumes du Niger vient de cette zone qui, avant, prenait des armes contre l'État nigérien. C'est pourquoi, quand le président arrêté là, comment il s'appelle, Bazoum. Quand Bazoum a été arrêté, lorsque l'autre a voulu prendre le dispositif pour dire je vais faire une rébellion, je ne suis pas d'accord, ça n'a pas marché. Parce qu'au Niger, aujourd'hui, il faut comprendre
que ceux qui étaient utilisés, je n'aime pas prononcer le nom de communauté, ceux qui étaient utilisés pour déstabiliser l'État central du Niger, aujourd'hui ne sont plus dans cette dynamique. C'est seulement au Mali que tu vas trouver des hommes comme ça, qui existent parce que l'Algérie continue encore à les entretenir. Maintenant, il faut voir du côté du Niger, du côté du Tchad. Peut-être que là-bas, comme il y a le pétrole, il y a un dispositif, il faut essayer d'affaiblir le Niger partout. Mais je crois qu'ils en ont pris à leurs frais. Et ils ont compris, comme le Mali, comme le Burkina, les Nigériens sont dans un dispositif mental très fort à défendre la souveraineté de leur État, à défendre comme on appelle, les ressources dont ils disposent pour aujourd'hui réclamer vraiment leur souveraineté et leur dignité. Parce que du côté de l'Iran, déjà, ils ont compris que tout s'envole dans l'air. Oui. Merci beaucoup, Doyen. Le président tchadien vient de Paris il n'y a pas longtemps. Il y a juste à peine quelques jours de cela. Et puis nous avons assisté à cette attaque. Lui, pourtant, à un moment, il avait laissé comprendre qu'il pourrait se rapprocher des pays de l'Est, en tout cas, visiblement. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Doyen? Mais j'ai toujours dit qu'il faut se méfier de tous ces gens-là. Parce que si on regarde les relations, lui, il a succédé à son père par la France. Et grâce à la France qu'il a soutenu. Oui. Donc se retourner, vous avez vu comment ils ont retourné l'opposant le plus en vue, Succès Masra, oui. Masra, contre le monsieur. Bon, ils ont pu l'amadouer pour le reprendre. Et le monsieur, il est même devenu Premier ministre. Ils l'ont grillé. Donc l'autre a vu le résultat. C'est que sa tranquillité peut-être dépend aussi de ces gens-là. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il ne faut jamais faire foi à une once de déclaration d'amour de ces gens-là. Ils cherchent leur intérêt. Maintenant, ce qui se passe au Niger, c'est que c'est la même chose, c'est la continuation du combat, maintenant qui se propage sur le plan économique. On veut toucher le Niger dans sa partie économique, pour l'affaiblir, comme on a tenté pour les usines au Mali, et comme on l'a tenté pour les citernes au Mali. Donc, on est en train de mener un combat économique pour paralyser l'économie de ces pays-là. Bon, peut-être ils viendront peut-être au Burkina s'ils sont exposés aussi, mais le Niger, c'est le pétrole aujourd'hui. L'uranium et le pétrole, les deux piliers. Et le pétrole naissant, si on peut mettre un coup de bombe, ça peut ralentir ou bien ça peut diminuer leur puissance. Mais je pense que ça s'inscrit dans cette même optique que le combat économique contre le Mali. Ok. Docteur, vous ajoutez quelque chose? Évidemment, il fallait s'attendre à ça parce que par rapport à la gestion de la crise pétrolière malienne, la contribution du Niger vraiment a été salutaire. Le président Tchani a même pris des sanctions contre ceux-là qui ne voulaient pas prêter leurs véhicules citernes pour ravitailler les Maliens. En fait, on a dit le verre est dans la pomme, c'est partout. Hein. Bien qu'au Mali, qu'au Niger ou au Burkina, il y a des gens qui vibrent en phase avec ces colons-là. Ça, c'est une évidence. Donc, ils vont dire que, voilà, puisque tu as aidé le Mali, si on te prive toi-même d'extraction de pétrole ou de quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tout ça là va contribuer à saper le moral des Nigériens, à saper l'élan économique formidable que le Niger avait pris pour son développement. Et c'est pas, je rappelle les gens que c'est pas, la première fois qu'on sabote les pipelines ou voilà les installations pétrolières. Je pense que ça doit être la 3e fois, si j'ai bonne mémoire. Et quant au président Déby, et chaque fois qu'ils vont à l'Élysée, ils reviennent, on dirait qu'ils deviennent une autre personne. Ce monsieur, est-ce qu'il a pris rendez-vous avec l'intelligence ou bien, je ne sais pas, ou bien lui, il est sur sa tête ou quoi. Mon ami Touré l'a renvoyé à Jeune Afrique, n'est-ce pas? Moi, je le renvoie depuis les indépendances du Tchad. La France, ce que la France a fait au Tchad, à Fort Lamy, c'est extraordinaire. Après leur indépendance,
C'est Tombolbaï, non? Oui, Tombolbaï. Après ça, après, on l'a évincé des pouvoirs. Ouais. Félix Malom est venu. Oui. Après Félix Malom, c'est Bougouni Wede qui est venu. Oui. Et Bougouni Wede avait un de ses lieutenants, de ses adjoints. Ils l'ont dressé contre lui, qui est Issé Nabré. Et quand Issé Nabré est venu, la France a sacrifié, pour faire les yeux doux à Issé Nabré, ils ont sacrifié un de leurs militaires valeureux. J'ai dit l'histoire l'autre jour, le commandant Galopin. Allez-y un peu voir sur Google et tout ça, vous allez lire l'histoire. Galopin a été pendu par Issé Nabré. Et l'année qui a suivi, Issé Nabré a été reçu avec tous les honneurs, grand pompe à la fête de l'indépendance de la France le 14 juillet. Donc, après Issé Nabré, Bougouni Wede et tout ça, là, il y a l'autre là qui est venu. Comment il s'appelle? Le papa de Idriss Déby. Et je mets ma main dans le feu que le fiston là est quand même dans la trahison qui a amené son père de vie à trépas, c'est sûr et certain. Et lui, s'il ne fait pas attention, il subira le même sort. Et là, moi, je me rappelle, hein, le G5 Sahel qui a signé le certificat de décès de ça. Ce n'est pas le même petit là. C'était une présidence tournante. Le moment où le Mali devrait prendre la présidence, le Tchad s'est opposé. Et pourquoi? Parce que le Tchad vraiment est en train de jouer les jeux de la France. Donc, ce monsieur, il ne m'inspire pas pitié, mais il va l'air, comme les Ivoiriens ont dit. Il a tout intérêt vraiment à s'éloigner de ces Français-là. Ils sont plus mauvais que les mots même, quoi. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'état d'âme. Et c'est leur intérêt sordide, d'après eux-mêmes. Intérêt. Au détriment de qui? Qui les a donné l'intérêt ici au Mali et en Afrique? Est-ce qu'ils doivent avoir un intérêt chez nous ici? Les Italiens n'ont pas d'intérêt, ils ne viennent pas. Les Hollandais n'ont pas d'intérêt, ils ne viennent pas. Pourquoi la France tâtait toujours à dire qu'on va défendre notre intérêt chez les Africains? On dit, la façon dont le marchand là se prête au marché, c'est la façon avec laquelle aussi les acheteurs viendront, quoi. Les acheteurs regarderont l'œil du commerçant d'abord avant de payer. C'est ça. C'est à nous maintenant de s'éloigner, comme le général Tchani a dit, définitivement de ces Français-là. Ils parlent d'aide au développement, ils parlent de ceci, de cela, mais ça n'a jamais profité à l'Afrique. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste rappeler que tout de suite, parce que cette situation du Niger et encore les attaques au niveau du Difa vers la frontière du Tchad m'interpellent beaucoup. Et je veux vraiment attirer l'attention de nos analystes géopolitiques et géostratégiques à faire beaucoup, à vraiment développer cet aspect-là. Parce que c'est un positionnement géographique qui peut mettre le Niger dans un état faible en matière de couverture sécuritaire. Parce que là-bas, la zone là a été choisie comme la zone de Caille par la Mauritanie, parce que c'est vers là-bas que les deux autres États du Sahel, de l'AES, n'ont pas rapidement une intervention pour appuyer une force armée en cas d'attaque venant de la Mauritanie. C'est pourquoi là-bas, ils ont mis un grand dispositif, et c'est pourquoi la zone de Caille aujourd'hui est très harcelée. Parce que c'est seulement l'armée du Mali qui va y faire face, parce que le Sénégal n'est pas prêt pour le moment en tout cas, selon mes informations, en tout cas à aider l'armée malienne à repousser une quelconque attaque vers cette zone. Et Difa aussi pour le Niger, c'est loin du Mali, c'est proche du Niger et l'Algérie est de l'autre côté. Donc soit on peut affaiblir le Niger aussi vers ce côté. Donc il va falloir que ces États-là réfléchissent à une stratégie pour que ces deux points qui peuvent être les points faibles du côté du Mali et du côté du Niger puissent être renforcés par un dispositif de l'AES. Et c'est pourquoi Agadez qui va du côté de l'Algérie, aujourd'hui ne devient plus un point faible pour attaquer le Niger, parce que le Mali est bien installé dans la zone de Tizawater et peut porter main forte au Niger au cas où la
déstabilisation devrait passer par cette zone. Donc je crois qu'il doit y avoir beaucoup de communication et vraiment éveiller un peu nos stratèges en matière de sécurité pour veiller à cette analyse-là. Merci. Pour veiller à cette analyse, là nous changeons totalement de thème. Doyen, nous avons assisté à une annonce de l'OMVS, l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, et qu'il serait question de rendre navigable le fleuve Sénégal pour permettre au Mali d'avoir un accès, permettre à certains bateaux de venir jusqu'au Mali à partir déjà de Saint-Louis au Sénégal. Nous avons besoin de votre analyse parce que le projet, d'après ce que d'après les informations à notre disposition, daterait depuis 1972. Mais pourquoi c'est maintenant, en 2026 seulement que ça intervient? Parce que c'est ça tout l'échec de nos politiques. Ils n'ont pas suffisamment défendu les intérêts du pays. Nous sommes très souvent trop crédules et très ouverts aux autres. Il y a trois volets essentiels pour le MVS. Oui. On a réalisé les 2 premiers volets et l'autre, on l'a traîné. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, maintenant, ils savent qu'ils sont en face des gens qui disent où on avance, où on casse tout. Ils savent que ça ne peut plus marcher. Et donc, ils sont en train d'essayer de mettre... Moi, en tant que Caïsien, né à Caï peut-être, j'aurais voulu que le dragage vienne jusqu'à Caï pour faciliter les choses. Mais bon... Avec le pont de Caï, c'est pas facile. Oui, mais ça s'arrêtait à Caï. Ils ont fait un pont après. Il y a pas le premier pont, le second. Le second qu'on a fait, c'est en amont. Donc, on pouvait ne pas le faire ou le repousser ou changer autre chose, mais amener jusqu'à Caï parce que c'est un pôle de développement. Caï est une capitale régionale qui aurait permis un pôle de développement. Bon, mais malheureusement, ça a raté. On a pris ce qu'on pouvait. Ambidedi aussi, parce que sorti du Sénégal, ça peut servir 2 voies. Le ravitaillement de Caï et le ravitaillement par Kéniéba pour venir vers Bamako. Maintenant, ceci étant dit, on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut qu'on enclenche la même chose avec la Guinée. La navigabilité du fleuve Djoliba, oui, qui peut nous rapporter un gain de temps et un gain de moyens et qui peut nous ouvrir. Si on a ça, on est les rois et on pourra venir un peu aider aussi le Burkina dans ce sens-là. Le Niger, c'est peut-être trop loin, mais on peut aider le Burkina dans ce sens. Et voilà. Moi, je pense qu'il faut approfondir, il faut aussi enchaîner avec des négociations avec la Guinée pour la navigabilité du fleuve Djoliba, pour qu'on puisse adopter la même chose. Ok. Professeur Touré, vous êtes géographe quand même. Je suis géographe, c'est pourquoi la question de la navigabilité du fleuve Sénégal. Navigabilité, je crois qu'on doit faire très attention. En tout cas, en tant que géographe, j'attire un peu l'attention des gens. Parce que nous avons le fleuve Sénégal qui est une eau douce qui permet de faire l'agriculture, qui permet aux hommes de boire, qui permet à l'élevage, à l'agriculture de se pratiquer sans problème. Maintenant, le dragage de la mer vers ces zones-là, faisons très attention parce que ça peut infecter ces fleuves. Mais attention, professeur, ce n'est pas la mer qu'on va draguer. On va juste rendre le fleuve navigable. Oui, c'est-à-dire rendre le fleuve navigable parce qu'il faut se dire que c'est de l'eau qui s'infiltre et qui circule. Mais le fleuve se jette déjà à l'océan. À l'océan, le fleuve se jette à l'océan, mais le fleuve ne reçoit pas de l'océan. Donc c'est juste pour dire qu'il faut faire très attention sur le plan technique. Je sais que les hommes qui s'occupent de ça, en tout cas, ont cette intelligence, mais il ne faut pas qu'on se laisse trop aller dans le simple objectif de faire le dragage, de faire la navigabilité. Parce que parce que je me rappelle, je crois que le fleuve Sénégal, à un moment, avait reçu quand même l'eau de l'océan et qui avait tué beaucoup d'arbres dans cette zone-là. Je crois qu'il faudra voir cela s'est passé. Mais quand on dit que le fleuve se jette dans l'océan, le fleuve se jette avec les débris dans l'océan. Mais si le fleuve doit recevoir de l'océan, où on doit en tout cas élargir de sorte que l'eau souterraine peut être touchée par le fait de créer beaucoup de ports pour rendre navigable pour les grands bateaux,
Je crois qu'on doit faire excessivement attention à ce niveau et que ce qu'on veut ne puisse pas retourner contre nous dans l'avenir. Parce que si on doit faire le dragage, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Qu'est-ce que la nature ou en tout cas le système d'écoulement des eaux souterraines peuvent dans l'avenir provoquer avec ce dragage-là? Je crois qu'il faudra voir tous ces contours, toutes ces analyses pour comprendre un peu jusqu'à quel niveau il faut le faire ou en tout cas le faire jusqu'à un certain niveau, parce que si c'est vers le côté de Caille qui peut se situer à une certaine hauteur pour empêcher à l'eau de pouvoir être infectée, l'eau de mer pouvoir être infectée. Voilà, il faut le faire à ce niveau. Donc, c'est pour attirer un peu comment on appelle l'attention des gens sur ces différentes questions. Parce que peut-être, si ça remonte de 72, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'années. La zone qui peut être étudiée en son temps peut subir un choc géographique qui peut faire varier désormais le dispositif à recevoir ce dragage. Moi aussi, je suis un peu de Caille, je veux bien que ça aille vers Caille, mais il faudra vraiment voir dans quel dispositif on peut recevoir, on peut faire ce dragage, rendre la navigabilité, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'obligation de préserver les eaux qu'on a à l'intérieur et qui sont d'une valeur inestimable pour créer de l'emploi, pour créer de quoi à manger aussi à nos populations. Ok. Docteur, vous avez quelque chose? Oui, merci beaucoup. On ne pourrait pas faire d'omelette sans casser les œufs. Sans casser, c'est ce que j'allais dire. De toutes les façons, la vie même, c'est un risque. C'est pour dire à mon avocat, professeur Touré, que l'histoire du dragage des fleuves n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé aux États-Unis depuis dans les années 1930. Mais 1800 même? Oui, 1930, c'est devenu plus sérieux. Mississippi, c'est depuis 1870. 1870, ils avaient commencé. Ils ont fini les travaux vers 1930. Donc ça contribue énormément à faciliter les transports des marchandises, souvent des océans vers l'intérieur des terres. Qui part, par exemple, en Europe, il y a beaucoup de fleuves, les fleuves Moselle, les fleuves Seine et tout ça là. Rhône, oui. Tous ces fleuves-là ont subi des dragages. Volga. Oui, les fleuves Volga ont reçu, les fleuves Amour et tout ça. Tous ces fleuves-là ont reçu des dragages et ça les a permis d'être navigables à tout moment de l'année. Donc souvent, on ne connaît même pas les périodes de crue ou de décrue. C'est ça, vous avez raison. Mais avant de rentrer à l'intérieur de tout ça, là, permettez-moi quand même de faire un coup de chapeau à quelqu'un, honorable Fomba. Quand Fomba disait aux Maliens qu'on peut même amener la mer ici, beaucoup d'esprits de moineaux, excusez-moi le terme, n'avaient pas compris. Beaucoup de gens qui n'ont pas un QI vraiment au-dessus de 200 n'avaient pas compris. L'esprit de ce qu'il disait, c'était le dragage des fleuves. Quand on drague les fleuves, ça a plusieurs importances. Que ce soit les voies ferrées, que ce soit les autres types de navigation et de transport, surtout les routes. Ça va contribuer à prolonger la durée de vie des routes. Parce que tous les gros porteurs là, qui prennent des charges inestimables et tout ça, qui roulent sur le goudron, leurs charges qui avaient été imposées en premier lieu ne respectent pas. Donc les chaussées qui ont été faites d'une manière très bonne ne vont pas durer. Donc c'est un des aspects importants. Mais vous parlez comment ça s'appelle, de l'échange entre le fleuve et la mer. Très généralement, c'est des zones tampons où la nature même règle les choses. Souvent, vous voyez pratiquement dans tous les fleuves, là où le fleuve se jette dans la mer, alors il y a une zone tampon où beaucoup d'échanges peuvent se faire, mais rarement l'eau de la mer venir vers le fleuve. Ça peut se constater, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, ce projet est venu à point nommé. C'est salutaire parce que vous parlez de 72.
Mais bien avant 1972, Modibo Keïta avait ces projets-là. Oui. On nous a enseigné dans les petites classes en 9e qu'on voulait rendre navigable. D'ailleurs, comment ça s'appelle D'ailleurs, le Mali voulait à tout prix réaliser ces projets. Mais après l'arrestation de Modibo en 68, et voilà, le régime qui est venu s'est occupé d'autre chose. Et si eux, ils avaient fait, ou même nos fameux démocrates là, ils ont eu suffisamment de temps. Si eux, ils avaient fait, on nous a annoncé que le budget de tout ça là ne dépasse pas 7 milliards. Ouais. Première étape, oui. Même si c'est 200 milliards, les démocrates là avaient quand même la possibilité de le faire. On a vu d'autres activités moins lucratives où l'État a mis 300 milliards, 400 milliards. C'est-à-dire, nous, on n'a pas pu faire face à la priorité. On dit au Mali, tout est prioritaire, mais il y a la priorité des priorités. Ça, c'était une priorité parce que notre continentalité nous a fait énormément mal. Imaginez les sommes faramineuses que le Mali débourse pour le port d'Abidjan ou le port de Dakar. C'est énorme. Et si ces montants-là, si on avait nous aussi notre port chez nous, ça allait faciliter les choses. Vous n'allez pas avoir de port. Oui. Pour les gros bateaux, hein. Non, c'est pas ça le dragage. Hein. Non, je sais. Ça dit, le dragage, c'est quoi? Les grands bateaux viennent à une certaine distance, ils accostent là-bas. Ça serait toujours au port de Dakar. Oui. Oui. Donc maintenant, les petits bateaux vont charger. Voilà, vont se charger de... Ça revient à peu près à la même chose, mais seulement, comme vous l'avez si bien dit, oui. On va faire économie de routes, économie de trucs, oui. Tout à fait. Comme les trois volets de l'OMS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et les doyens disaient qu'il y avait 2 volets qui avaient été pris en compte. Mais moi, je dirais un seul volet. Parce que le volet, comment ça s'appelle, agriculture, on ne connaît pas de surface agricole irrigable à Kaye, à moins qu'on me le dise. C'était prévu l'aménagement des berges et tout ça. Mais quand est-ce qu'on en est maintenant? Les Sénégalais et les Mauritaniens, peut-être, ont commencé ça, mais nous, pas encore. Et même les volets électricité, le barrage de Manantali qu'on a confectionné, et c'est incroyable, c'est effrayant, quoi. Qu'après la construction du barrage, tout le monde a tiré le courant vers chez lui, mais le Mali n'a pas daigné tirer le courant de Manantali à Bamako. Le barrage de Manantali, depuis qu'on était des enfants. C'est Guina qui pose problème. Sinon, je crois que l'électricité de Manantali est transportée, mais au niveau de Guina, jusque-là, on ne transportait pas. Mais l'actuel gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse bénéficier de ça. Ça, ce n'était pas à ma connaissance. S'ils font ça maintenant, c'est bien. De toutes les façons, tous ces projets-là sont bien, quoi. Il faut simplement la volonté humaine. Ok. Voilà. Je voudrais, si vous le permettez, appuyer Touré dans ce qu'il dit. Ces inquiétudes sont réelles. Hein. La contamination par du sel de tous les abords où les deux fleuves, le fleuve et la mer se rencontrent. À l'embouchure. À l'embouchure, tout le monde connaît ce problème-là. Mais ce que je voulais juste le rassurer, c'est que c'est une chose, comme tu l'as dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Du temps, avant l'indépendance, il y a des petits bateaux qui venaient à Caille. Et avant l'indépendance, il y a des bateaux qui venaient jusqu'au port ici, en face de la gendarmerie. La gendarmerie n'est pas là-bas pour rien. Oh ouais. Donc, il y avait une certaine... Donc, il y avait une certaine navigabilité. C'est juste que le fleuve s'est affaissé, s'est ensablé, et qu'il y a lieu de surcreuser pour essayer de rendre ça navigable. Sinon, tes inquiétudes sont fondées. Mais comme il y a une expérience déjà à la matière, donc c'est sur ça, ce vécu-là, on va se fonder pour bien. Je trouve que c'est bien. Ouais. C'est sur le fleuve Djoliba, le fleuve Niger. La navigabilité, c'était de Bamako ici à Kangan. Il y avait même un port là-bas. Vous voyez la place des cinquantenaires, à 100 mètres en allant vers l'hôtel Kempinski à droite. Il y a une gendarmerie qui est là-bas, effectivement. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. On disait Kanga Batoni.
c'était quand même des gens de... Mais c'était uniquement pendant la saison des pluies. La saison des pluies, voilà. Maintenant, il faut rendre ça pérenne. Ok, merci beaucoup. Docteur Der, nous restons avec vous parce que nous touchons au dernier thème de cette émission. Ça vaut la peine qu'on en parle parce qu'il s'agit de quelqu'un quand même qui a inspiré beaucoup de jeunes africains qu'il fallait se révolter contre la domination néocolonialiste, la domination impérialiste. Il faudrait tout mettre en œuvre pour que les Africains parlent d'une même voix. Il ne faudrait pas faire confiance à cette vieille classe politicienne, à ces politiciens. C'est quelqu'un qui a chanté beaucoup de choses, donc ça a inspiré vraiment la jeunesse africaine. Mais seulement là, nous sommes dans le cas de matérialisation, de l'opérationnalisation de ce que lui chantait. Et mais nous voyons les messieurs se désolidariser et même en train de charger aujourd'hui les 3 pays de l'Est qui sont agressés, vous l'avez rappelé sur le plateau ici. Et si on n'est pas attaqué du côté du Niger, c'est du côté du Burkina, c'est du côté du Mali. Tout ça, c'est pour qu'on cesse la voie que nous venons d'emprunter. Mais quand nous voyons ces messieurs à cet âge sortir comme ça, nous avons besoin de votre analyse là-dessus. Il s'agit de Moussa Doumbia, alias Tikendia. Fakoli. Et avant de parler de Tikendia Fakoli, Moussa Doumbia, je dis bonsoir à tous les Fakoli. Ouais. J'ai de très bons amis Fakoli aussi. Et ils ne sont pas peut-être comme Moussa Doumbia. Nous savons que tu es très fréquent en Guinée quand même. Bon, oui, je parle souvent. C'est un pays que j'aime bien. On en parlera après. Oui, Mamadi Doumbia, c'est... Non, on en parlera après. Peut-être c'est mon cousin raté, je ne sais pas. Ah, ok. Nous saluons le président Mamadi Doumbia. Oui. Écoutez, moi j'étais un très grand fan de Tikendia Fakoli. J'ai toutes ses chansons avec moi dans une clé USB. Et depuis qu'il commençait à chanter l'Union africaine et tout ça là, et ils ont partagé le monde, oui. Ceci, cela. Et moi, j'avais vraiment une estime vraiment incommensurable pour le monsieur là. Au regard de tout ce qu'il disait, je pensais que c'était un grand panafricaniste. Mais on dit que, je ne sais pas, chez nous, qu'on fantan à Djogoye, quoi. C'est-à-dire, comment on dit, l'habitude d'un pauvre, là. Ouais, le vrai caractère le vrai caractère d'un pauvre n'est pas son caractère réel. Attendons qu'il devienne riche, il va te montrer autre chose. C'est le même cas que Tikendia Fakoli. C'est un monsieur, je ne sais pas, c'est une personne à énergie négative, quoi. Oui. Énergie négative. Oui, une personne à énergie négative. Parce que lui, il vibre en opposition des phases. Oui. Nous, on est en train d'aller, mais lui, il va en reculant. Qu'est-ce que le Mali n'a pas fait pour ces bonhommes-là? Au moment des temps difficiles, où il a chanté la chanson contre Robert Gueye. Il a insulté même dans la chanson. Ouais. Il était vulgaire quand même dans la chanson. Oui, là, il était cherché, recherché. C'est ici qu'il a trouvé refuge à Bamako. Et tout le monde connaît sa maison, à Bakodji Koroni, Golf. Ouais, c'est le Kalbakoro là-bas. Oui, oui. Il a même un autre centre d'animation où je ne sais pas. Où il a même un champ ici au moins. Il a même un champ derrière Sibi. Bon, en fait, son intégration ici a été une réussite totale. Il disait qu'il était un Malien. Mais moi, à ma grande surprise, ce n'est pas la première fois qu'il sort et qu'il dit des bêtises, quoi. Il n'a pas appris ses leçons. Comme au Mali, il n'y a pas de sanctions. Sinon, je serais les autorités maliennes aujourd'hui. Non, il y a des sanctions. Hein. Non, je dis qu'il n'y a pas de sanctions, peut-être pas trop appropriées vis-à-vis de ces incultes-là. À la dimension de la dimension, oui, de sa faute. Parce que nous, on est là toujours, l'état de droit, ceci, cela, cybercriminalité. Non, non, non. Retirez-lui tout ce qu'il a au Mali et renvoyez-le. C'est ce que tu proposes. Oui, oui, il deviendra un apatride. Lui, il n'a pas autre chose à faire que de s'immiscer dans les histoires de démocratie, d'élection. Est-ce que les élections nous ont permis d'avancer? Qu'il fasse l'examen de sa propre conscience, qu'il se pose la question lui-même, est-ce que ce sont les fameuses démocraties qui vont contribuer à notre développement? 30 ans de démocratie, 120 ans de recul. Donc nous, on a autre chose, nous avons autre chat à fouetter. Et s'il n'a rien à faire, qu'il se taise, quoi, à jamais. Qu'il ne se mêle pas des problèmes de l'AES. L'AES, c'est notre bijou. On le garde jalousement
et c'est l'AIS qui nous fera sortir de l'ornière, qu'ils le veulent ou pas, alors qu'ils restent en dehors de tout ça. Il y a un monsieur qui passe ici, sur Gandhi Malien Télé, et Issa, il est ton homonyme. Issa Sissé. Issa a raconté une histoire sur Chicken Jafakoli, qui vraiment m'a laissé sur ma faim. Issa disait qu'en France, il voulait organiser un concert pour défendre les gens qui n'avaient pas de logement. Lui, il a touché au Moussangare, Salif et tout ça. Tout le monde a donné son OK. Arrivé au niveau de Chicken Jafakoli, lui il dit non, lui il ne peut pas se mêler de ces choses-là parce que lui, il cherche la naturalisation en France. Et quand lui sera vu dans ça, on va lui retirer cette nationalité ou bien son dossier ne sera pas répondu favorablement. Vous voyez des gens comme ça. Donc, il a le prix Nobel de l'hypocrisie. Et nous, sans embâche aucun, en tout cas, ça commence par moi. Moi, je ne l'aime pas. J'ai rendu ce monsieur-là, quoi. J'ai rendu ce monsieur. Et comme tous les autres. Ok. Merci. Merci beaucoup. Et excusez-moi si j'ai été assez... voilà. Si je n'ai pas pesé mes mots. Mon oncle est là. Ton avocat est là pour ça. Oui. Doyen. Bon, comme pour M. Mara, moi je pense qu'il faut moins faire attention à sa personne qu'à ses propos et à son argumentation. Et c'est là-bas pour moi où se situe l'essentiel. Ce monsieur... Il a parlé surtout, il disait que l'AS était un ensemble peut-être pour éviter d'aller à l'élection. C'est bien entendu. J'ai dit, sa personne ne m'intéresse pas beaucoup. Sauf son œuvre qu'il avait faite. Moi, je ne l'écoute pas, je ne sais pas, je ne connais pas trop ses chansons. Mais je crois qu'il a chanté comme on disait quand l'Afrique s'éveillera. Bon, c'est une reprise d'un français. Comme Unis, ça va faire. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce qu'il a mesuré la profondeur de ce qu'il dit? Et est-ce qu'il a lui-même une idée de la profondeur de ce qu'il dit? Vous pensez qu'il filme? Non, ça veut dire qu'on est au-delà de ce à quoi lui, il s'attendait. Je viendrai. Ensuite, il faut savoir, parce que tout le monde se dit un peu panafricaniste, mais qu'est-ce que c'est que le panafricaniste? À quoi consiste le panafricanisme? Ça, c'est un problème qui s'oppose au niveau de chacun, parce que les gens n'ont même pas le même degré de compréhension du panafricanisme. Ensuite, il faut se poser la question, ce monsieur, il est, comme tous ses compatriotes, généralement, ils sont omnibulés par la démocratie. Moi-même, je l'avais plusieurs fois, je crois qu'on ne s'entendait pas trop là-dessus. J'ai dit que la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes, des régimes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défauts. Et à condition que cela se fasse dans les règles de l'art. Sinon, il a des défauts. La démocratie, c'est le régime qui a le plus tendance à aller vers la dictature. Le régime le plus apte à aller vers la dictature, c'est la démocratie. Et c'est le régime où les règles peuvent être dévoyées par ceux qui sont sur place pour leur propre intérêt. Et dans ce cas, on rate tout. Or, je crois que souvent, pour eux, les ressortissants, les compatriotes de ce monsieur sont focus. Ils ne jurent que par la démocratie. Or, ce que lui ne mesure pas, ou bien qu'il n'a pas perçu comme nous avons perçu, c'est que l'élection est un cheval de Troie pour les Occidentaux pour s'immiscer dans nos affaires et faire élire quelqu'un qui sera à leur botte. Lui, il ne le comprend peut-être pas. Il faut qu'il le comprenne que si nous, on pense que les élections, ce n'est pas la panacée. Et d'ailleurs, ça peut être extrêmement dangereux pour des pays qui cherchent à se refonder. Il n'a pas, est-ce qu'il a cette notion? Et ensuite, quand je dis qu'il n'a pas mesuré la profondeur de ce que lui-même a dit, que quand l'Afrique s'éveillera, mais en fait, c'est à cela qu'on est arrivé, parce que lorsqu'il y a eu les différents coups d'État, jamais on n'avait prévu qu'il y aura des coups d'État successifs dans ces trois pays de l'AES. On ne l'avait pas prévu. Comme on dit en cosmogonie, c'est les étoiles qui se sont alignées. Et on est arrivé à une situation favorable. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, c'était individuel. Chacun essayait de... Mais on a vu la nécessité de collaborer dès lors que
la CEDEAO avait envisagé d'attaquer le Niger. Ça a été un élément fondateur et c'est pourquoi les deux anciens premiers ministres ont parlé de confédération pour aller vers la fédération. Donc ce qui était au départ à la base du coup d'État, même qui était la refondation du Mali, est devenu quelque chose que l'on n'avait pas prévu dès le départ et qui a changé toutes les données. C'est-à-dire de refondation de notre pays. Les Burkinabés en viennent à la refondation du leur, le Niger, idem. Donc, les trois pays sont dans la dynamique de refonder leur pays. Et cette refondation existait et demandait qu'on fasse table rase du passé et reprendre avec de nouveaux éléments. Mais parmi ces nouveaux éléments, s'est glissé la construction d'une fédération. Et ça a changé toute la donne. Parce que cela exige que les trois pays se mettent ensemble, marchent au même rythme pour faire les changements au même rythme pour aboutir. Et ça change les données. Et donc, est-ce qu'il a l'esprit ouvert pour comprendre tout ça? Sinon, c'est ce qu'il faut lui dire. Que ce qu'il a dit, bon, les élections, ce n'est pas la panacée. Nous avons fait des coups d'État où il y a eu 0 mort, mais les élections, par contre, dans certains pays, ont produit 10, 80 morts. Les élections démocratiques. Et jusqu'ici, quand on parle de prisonniers politiques, il n'est pas évident qu'il n'y ait pas plus de prisonniers politiques dans les pays dits démocratiques que chez nous. Donc, effectivement, il y a une démarche qu'on a enclenchée, mais qui jure avec la position de départ. Ce n'était pas notre position de départ de faire une fédération. C'est devenu, l'opportunité est venue au fur et à mesure. Mais douanier, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première tentative du monsieur. Oui, mais moi, ce que je dis... C'est la 3e fois comme ça. Ouais, ce que je suis en train de dire, c'est des arguments qu'il faut lui opposer. Oui. Sa personne ou sa musique ou non. Importe peu. Importe peu. D'accord. Mais c'est des arguments qu'il faut lui imposer. Est-ce qu'il a eu la maturité politique de comprendre cette géopolitique ou cette géostratégie, comme on veut, pour arriver à cette fin? Est-ce qu'il a l'esprit pour comprendre tout ça? Non. Est-ce qu'il n'est pas en train d'être ancré simplement la démocratie, on sort tous les jours démocratie? Nous ne sommes plus dans ça. Notre logiciel a changé. Il faut qu'il le comprenne. Ouais. Vous ajoutez quelque chose ou bien... Non. Ok. Professeur Touré, nous avons besoin de votre analyse parce que nous sommes quand même des pays en guerre. Tiken Jah, c'est un artiste qui disait être quand même amoureux de l'histoire, si je suis bien ses chansons. On peut comment connaître l'histoire et imposer une élection présidentielle dans un pays en guerre. Nous avons vu, il était en tournée en Europe et j'ai un peu cherché un peu. Au mois de mai 2026, il doit être en concert à Bruxelles, en Belgique. Donc, c'est quelqu'un qui tourne en Europe. Aujourd'hui, l'Europe soutient de plus en plus, surtout l'Europe soutient beaucoup plus Zelensky, qui a déjà fini son mandat, mais Emmanuel Macron a dit, parce que le pays est en guerre, il n'est pas question de parler de l'élection. Tiken Jah, je ne comprends pas, c'est un peu contradictoire. Et puis l'élection, professeur Touré, je vais terminer par là. Adolf Hitler, il a été élu quand même. Oui, et moi je me demande si Tiken Jah n'est pas atteint par la maladie d'Alzheimer, hein, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours écouté. Hein. Ces textes sont des textes à sujet de dissertation pour développer le sentiment nationaliste panafricain, l'unité. Si aujourd'hui il se prête à un tel discours, c'est vraiment décevant de sa part. Et moi, j'avais voulu avoir vraiment une émission complète sur lui pour voir ces textes, voir cette déclaration et qu'on puisse le rappeler pour voir est-ce qu'il n'a pas besoin d'un suffit psychologique. Parce que souvent, les hommes parlent, on a l'impression qu'ils disposent de toutes leurs facultés alors que ça ne va pas. Parce que ça va être très très difficile qu'un homme de cette nature qui s'est toujours battu pour le panafricanisme trouve des hommes panafricanistes et il oublie même la notion de confédération pour dire qu'ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Mais justement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils sont 3 États, 3 gouvernements, mais avec des axes, avec des points communs sur la diplomatie, c'est une confédération. La sécurité, voilà, et le développement, c'est une confédération. Déjà à ce niveau, je vois qu'il ne sait pas ce que ça veut dire confédération. Oui, il n'est pas allé loin à l'école. Donc ça montre qu'il ne doit pas jouir de toutes ses facultés.
Vous pensez qu'il était sous l'emprise de quelque chose? Non, il n'est pas en tout cas lucide. Ça, je peux dire qu'il n'est pas lucide et je suis sûr qu'il va revenir pour se réécouter et se ressouvenir. C'est pourquoi je dis peut-être la maladie d'Alzheimer de faire le diagnostic pour ça. Et je crois qu'on a des médecins ici qui peuvent l'aider, ils peuvent venir, on peut l'aider. Donc, Tikendia est parti au-delà de toute attente. Ou bien il l'a fait parce qu'aujourd'hui, s'attaquer à l'AES est devenu aussi, comment on appelle, des rentrées, ou en tout cas... un fonds de commerce. Un fonds de commerce, merci. Donc, si c'est à ce jeu qu'il s'est attaqué, je crois qu'il n'a pas pesé le sens de ce qu'il a dit, comme l'a dit le doyen, jusqu'où il peut se retrouver pour régner même sa descendance en tant que descendant de Fakoli, en tant que mandingue et en tant qu'élément qui a échappé parce que le Mali lui a donné un espace pour s'épanouir, pour vivre, pour être encore ce Tikendia dont on parle aujourd'hui. Le Mali a participé dans ça. Donc, je crois qu'il a subi vraiment ce choc-là. En tout cas, de voir que s'attaquer à l'AES, c'est se faire de l'argent, c'est remplir ses salles de concert, mais il oublie qu'en faisant ça, il s'attaque à son origine, il s'attaque à sa famille, il s'attaque à sa dignité de noir, il s'attaque à lui-même, à ce qui a fait de lui Tikendia, qui est tiré de ses textes panafricanistes. Donc c'est vraiment très décevant de sa part. En tout cas, s'il n'est pas malade, si psychologiquement il n'est pas atteint de folie, en tout cas, il s'est fait lui-même un grand coup. Parce qu'il permet aux gens qui ne savaient pas que la confédération veut dire chaque État reste autonome, mais qu'ils vont s'entendre sur un certain nombre de points sur lesquels ils vont avoir les mêmes avis. Donc, merci pour lui de nous reposer la question sous une autre forme pour qu'on puisse mieux faire comprendre aux autres Africains. Et encore, c'est l'occasion pour moi de féliciter certains Ivoiriens qui aujourd'hui font la fierté de l'Afrique et la fierté de la Côte d'Ivoire, qui sont sortis pour le rectifier, pour lui dire que encore eux, ils sont en train de compter. Et il y a des deuils des familles aujourd'hui qui n'ont pas encore fini de faire parce que celui qui est à la tête du pouvoir avait marché sur des cadavres pour accéder à son palais et au nom de la démocratie. Et aujourd'hui, voir que ce même démocrate a exclu beaucoup de ses opposants de la course présidentielle et Tikendia étant origine de là-bas, n'ayant pas eu les mots qu'il faut pour remettre cet homme-là dans l'ordre constitutionnel démocratique, vient s'attaquer à un pays à des pays qui aujourd'hui sont en train de se battre pour stabiliser, pour sécuriser. Et c'est au peuple de ces pays-là de demander des élections. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et ces pays, nous, aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas besoin d'élections, on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité, on a besoin de développement. La démocratie viendra après. Et si ça nécessite de se faire, c'est à ces peuples, c'est à ces communautés de ces trois États de le demander à leurs responsables politiques, c'est tout. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Docteur, votre mot de la fin? C'est un mot d'optimisme. C'est-à-dire, on dit couramment que mieux vaut être optimiste et avoir tort que d'être pessimiste et avoir raison. L'AES, je l'ai dit haut et fort, c'était un rêve. Et ce rêve est en train de se réaliser. Et nous sommes en train de devenir la convoitise de tout le monde. Ce n'est pas le charlatanisme ou le coup de baguette magique. Hein. Ça se voit, ça se sent. Ces pays-là sont en train de lever leur tête, de sortir de l'ornière. Comparativement à certains pays qu'on dit émergents, qui ont des goudrons, qui ont des immeubles partout, des échangeurs, mais qui se retrouvent avec 30 000 milliards de dettes, 30 000 milliards de cordes à leur cou. Or, un pauvre sans dette est 10 000 fois meilleur qu'un riche endetté jusqu'au cou. Nous, notre pauvreté, on est en train de le faire subir. On nous avait déjà étiqueté
ces mots péjoratifs, si je peux m'exprimer ainsi, et qui est loin de la réalité. Tout de suite, la Banque mondiale et tout le monde, on est en train de courir derrière le Burkina, le Mali et le Niger. Parce qu'ils ont vu qu'en dépit de ce que nous soyons dans une situation de guerre, on est en train vraiment d'avancer, de faire avancer nos pays avec des projets concrets et ces projets qui se réalisent petit à petit. L'exemple le plus frappant est l'autoroute au Burkina, comment ça s'appelle ? Ouagabougou. Au Mali, le dragage du fleuve Niger pour la navigabilité. Et le fleuve Sénégal. Et le fleuve Sénégal pour la navigabilité. Et beaucoup d'autres projets. Et même les dettes internes et tout ça là, le gouvernement est en train de les éponger. Et le code minier a changé. Le Mali est en train vraiment de percevoir beaucoup de dividendes sur les produits stratégiques, les minéraux stratégiques comme l'or et tout ça là. Vraiment, c'est des situations salutaires. Je demande aux Maliens d'être patients. La patience est le chemin d'or, quoi. Je n'apprends pas de ça à qui que ce soit, mais c'est la vérité. La patience est un chemin d'or. Merci beaucoup, docteur. Doyen, nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour sortir de l'émission? Bon, je constate que même la semaine dernière, j'étais revenu sur l'assassin financier. Et la semaine dernière, cette semaine-là, j'ai vu une rencontre entre le président IB et des envoyés de la Banque mondiale ou du FMI qui étaient venus lui proposer leur service pour ouvrir. Sa réponse, ça a été ce à quoi moi je m'attendais. Ok, merci pour votre offre, mais nous allons essayer de faire les choses par nous-mêmes. Et voilà comment la tête de l'hydre qui sort pour essayer de reprendre le même chemin. Et ce que nous avons entamé, il ne faut pas l'oublier, c'est que, pour revenir un peu à quelque chose que je n'avais pas envisagé, Tchikendia, Fakoli, je crois, n'arrive pas à intégrer toutes les bagarres communes, tous les progrès communs que ces trois pays ont fait ensemble. Ça, ils n'arrivent pas à le savoir et ils n'arrivent pas à l'intégrer. Et c'est à nous de nous dire qu'il ne faut pas se leurrer. Effectivement, au départ du coup d'État, on avait parlé de changer les choses et de faire des élections. C'est vrai, c'est ce qui avait été dit. Mais devant les montagnes de problèmes qui se sont présentés et vu l'opportunité de réunir ces trois pays en un seul, comme en revêt nos pères fondateurs, si on a cette occasion de le réaliser, ce serait bête de laisser partir ça. Et donc, ça demande des sacrifices. Ça demande un moment où la politique politicienne va se mettre à l'écart parce que ces élections dont on parle tant, c'est le moyen pour les pays occidentaux d'infiltrer la mise en place de nos gouvernements et pour continuer à exercer leur poids. Si c'est les politiciens, ils ne seraient pas arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Professeur Touré. Ok, merci à toi, Général. Merci à Gandhi Malian TV. Et moi, je crois que pour revenir encore à ce que tu dis, restons concentrés. On doit rester concentrés, c'est très important. Aujourd'hui, je crois que des déclarations de l'artiste Tchikendia sont pour moi des manœuvres de diversion pour nous faire partir de l'essentiel sur les analyses à faire pour d'abord la sécurité de nos trois espaces et encore les voies de développement à tracer. Je crois qu'on doit rester concentré sur ces axes-là et ensuite voir comment est-ce qu'on peut quitter, parce que tous ces projets de développement, si on doit les faire avec le franc CFA, c'est toujours le trésor public français qui va agir. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je crois que nos trois États doivent vraiment travailler, parce qu'on doit quitter le franc CFA. Parce que si on ne quitte pas le franc CFA, on aura toujours des soucis. Je sais que ce n'est pas facile, mais on doit aller vers ça. Et ce n'est pas impossible. On doit aller vers ça. Il faut se battre pour avoir une monnaie commune. Sinon, une monnaie de chaque État, sinon une monnaie AES, pour quitter le franc CFA et avoir une autonomie de gestion de nos francs et être sur nos propres trésors. Je crois que c'est sur ces mots-là qu'on va se dire à la semaine prochaine, Inch'Allah, et remercier tous les auditeurs. Merci beaucoup. J'espère un jour on aura d'ailleurs l'occasion d'enregistrer une émission spécialement sur le franc CFA, voir si
s'il ne faudrait pas quitter le plus vite le franc CFA ou s'il faudrait prendre tout le temps nécessaire. On va en parler, c'est de ce débat peut-être qu'on tirera peut-être les meilleures conclusions. D'ici là, vous avez été nombreux à nous suivre, nous vous disons merci. Mes invités et moi, nous espérons vous retrouver le vendredi prochain. Même émission, même heure, mais seulement nous allons varier au niveau des thèmes. Nous vous remercions et à très bientôt. Restez branchés sur Gandhi Malien et Africain TV. Merci. Merci.